Bonjour, 23e vidéo de ce grand cours Philosophie en 3D. Aujourd'hui, après vous avoir salué, nous avons terminé nos interrogations et les réponses kantiennes. Et nous en sommes dans le plan, la deuxième partie, le grand 2, désir, droit et devoir au regard de la société. Une introduction, humble présentation de la sociologie, cette science telle qu'elle a été, pourrait-on dire, créée par Émile Durkheim. Tout du moins, Durkheim est l'un des pères fondateurs de la sociologie. Je vais demander de travailler un petit peu sur Durkheim, donc je ne vais pas refaire toute la présentation. Durkheim est pratiquement de la génération de Bergson, pour vous le resituer. Il est né en 1856. Darwin va publier ses thèses sur l'évolutionnisme et il meurt en 1917. Français, hein, et donc Durkheim écrit en français. Je ne vais pas vous faire tout un exposé sur la sociologie, mais qu'est-ce qui intéresse le sociologue et le philosophe? Ou y a-t-il quelque chose en commun, où ils auraient des choses à se dire? La sociologie, tout d'abord, pour Durkheim, est la science humaine des rapports, des liens entre l'individu et la société à laquelle il appartient. Le lien et le rapport. Et comme on va le voir souvent, le rapport qu'utilise souvent Durkheim pour penser le lien entre l'individu et la société, une société qui par définition est plus forte en quantité qu'un simple individu, et bien ce rapport c'est souvent la causalité. Et puis il y a un autre lien entre la philosophie et la sociologie, c'est la raison pour laquelle Durkheim est au programme de l'année de philosophie, c'est que Durkheim a créé des concepts. Il y a donc cette dimension à la sociologie, une capacité de créer des concepts, et le concept fondateur créé par Durkheim, fondateur de la sociologie, c'est le concept de fait social, et c'est ce concept de fait social qui sera l'objet de cette séquence. Alors, allons aux fondamentaux. Émile Durkheim, les règles de la méthode sociologique, un livre que tout apprenti, étudiant, sociologue se doit d'avoir lu. Le chapitre premier est consacré à une question, et nous aurons la réponse bien sûr, qu'est-ce qu'un fait social? Donc je vais vous en lire des extraits, tranquillement, lentement, et je commenterai au fur et à mesure. Parce que le français de Durkheim est éminemment clair et précis. Chaque individu boit, dort, mange, raisonne, et la société a tout intérêt à ce que ces fonctions s'exercent régulièrement. Si donc ces faits étaient sociaux, la sociologie n'aurait pas l'objet qui lui fût propre, et son domaine se confondrait avec celui de la biologie et de la psychologie. Mais en réalité, il y a dans toute société un groupe déterminé de phénomènes qui se distinguent par des caractères tranchés, très clairs, de ceux qu'étudient les autres sciences. Exemple, quand je m'acquitte de ma tâche de frère, d'époux ou de citoyen, d'amis, quand j'exécute les engagements que j'ai contractés, je remplis des devoirs qui sont définis en dehors de moi et de mes actes, dans le droit et dans les mœurs. Nous sommes au plein cœur de notre cours. Devoirs, je remplis des devoirs qui sont en dehors de moi, dans le droit et dans les mœurs. Alors même qu'ils sont d'accord, ces devoirs, avec mes sentiments propres et que j'en sens intérieurement la réalité, celle-ci ne laisse pas d'être objective. Le devoir qui est le mien au quotidien
a pour origine une réalité qui m'est extérieure. Elle est-elle un objet? D'où l'adjectif objectif. Ce n'est pas moi qui les ai faits, mais je les ai reçus par l'éducation, ces devoirs. Et là, Durkheim va prendre un exemple, autre exemple. De même, les croyances et les pratiques de la vie religieuse, le fidèle les a trouvées toutes faites en naissant. Si elles existaient avant lui, c'est qu'elles existent en dehors de lui. Nouvel exemple, le système de signes dont je me sers pour exprimer ma pensée, c'est-à-dire la langue dans laquelle je m'exprime. Troisième exemple, le système de monnaie que j'emploie pour payer mes dettes. Quatrième exemple, les instruments de crédit que j'utilise dans mes relations commerciales, les pratiques suivies dans ma profession, etc., etc., deux fois etc. dans le texte, fonctionnent indépendamment des usages que j'en fais. Comprennent les uns après les autres tous les membres dont est composée la société, ce qui précède pourrait être répété à propos de chacun d'eux. Et là, la conclusion est intéressante. Voilà donc des manières d'agir, de penser, de sentir qui présentent cette remarquable propriété qu'elle existe en dehors des consciences individuelles. Non seulement, ajoute Durkheim, ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l'individu, mais ils sont doués d'une puissance impérative et coercitive en vertu de laquelle il s'impose à lui, qu'il le veuille ou non. Notion de puissance. Ces types de conduite qui proviennent de mon éducation ont une puissance supérieure à la mienne en tant qu'individu. C'est une puissance impérative, un ordre, et coercitive. C'est une dimension de la sociologie de Durkheim, la coercition. Le pouvoir, l'action de contraindre. Donc, je pense que vous l'avez compris. Le devoir que je vais trouver en dehors de moi dans la société qui est la mienne, le devoir pour Durkheim est une contrainte et en aucun cas une obligation. Enfin, en aucun cas. C'est pour mieux marquer l'opposition à la théorie de Kant du devoir. Sans doute, ajoute Durkheim, quand je m'y conforme de mon plein gré. Cette coercition ne se fait pas ou se fait peu sentir, étant inutile. Je vais accomplir mon devoir, aider une vieille femme à traverser la rue, une vieille dame, n'est-ce pas? Toute la dimension coercitive et d'impératif est absente parce que j'ai tellement bien intégré, j'ai tellement l'habitude d'aider mon prochain que je ne vais pas vivre ce devoir que je vais accomplir d'une manière quasi spontanée comme une coercition. Mais, ajoute Durkheim, elle n'en est pas moins un caractère intrinsèque de ces faits, la coercition, et la preuve, c'est qu'elle s'affirme dès que je tente de résister. Dès que je vais tenter de résister à une norme, à une règle, à des us, des habitudes, des mœurs que j'ai reçues lors de mon éducation, eh bien, ces mœurs, ces us, ces coutumes, ces pratiques, ces lois vont m'opposer une résistance. Quelle est l'origine de cette résistance? Bien sûr, la société, toujours plus forte et plus puissante que l'individu. Eh bien, j'en arrive maintenant à la définition très précise de ce que Durkheim nomme un fait social. Voilà donc un ordre de faits qui présente des caractères très spéciaux. Il consiste, les faits sociaux, en des manières d'agir, de penser, de sentir, extérieures à l'individu, et qui sont doués d'un pouvoir de coercition, en vertu duquel il s'impose à lui. Je répète, les faits sociaux, ou le fait social, consistent en des manières d'agir, de penser, de sentir, extérieures à l'individu, et qui sont doués d'un pouvoir de coercition, en vertu duquel il s'impose à lui. Le fait social, ajoute Durkheim, n'a pas pour fondement, pour substrat, c'est le terme qu'il emploie, fondement, l'individu. Il est clair que n'ayant pas l'individu pour substrat, les faits sociaux ne peuvent en avoir d'autre que la société,
soit la société politique dans son intégralité, soit quelques-uns des groupes partiels qu'elle renferme, confessions religieuses, écoles publiques, littéraires, corporations professionnelles, etc. etc. Donc un petit bilan sur les faits sociaux ou le fait social. Ils sont extérieurs à l'individu et doivent être expliqués, dit Durkheim, par les modifications du milieu social interne et non pas à partir des états de conscience individuels. Les faits sociaux existent sans que nous en ayons nécessairement conscience, ni de leur existence, ni de leur autonomie. Je n'en aurais pas nécessairement conscience, effectivement, si je n'entre pas en résistance contre un fait social. Les faits sociaux, le fait social, existent indépendamment, ajoute Durkheim, de la manifestation individuelle. Donc, le fait social est coercitif, il s'impose à l'individu. L'exemple de la langue me semble aussi intéressant. Le fait social s'impose à l'individu, qu'il le veuille ou non, et non le contraire. Il correspond à un système de normes établies pour et par la société, et n'est que rarement modifiable autrement que par un bouleversement social, une révolution. L'homme acquiert nombre d'entre elles dès le début de son éducation, et tend à en intérioriser une grande partie. L'éducation détient le rôle d'institution socialisante par excellence. Elle fait de l'enfant un être social. Et donc, puisque présent dès l'enfance, le caractère contraignant des faits sociaux se fait moins évident et devient une habitude, concept important en sociologie, pensons à l'habitus plus tard de Bourdieu, et devient une habitude. C'est le principe même de la socialisation. À partir de là, le devoir, quelles que soient les circonstances, le devoir que je dois accomplir pour Émile Durkheim est un fait social, coercitif, une contrainte qui doit être pensée non pas en vertu de ma conscience individuelle, mais il est une contrainte et en aucun cas une obligation à laquelle je dois moi-même me soumettre. Une contrainte, et donc si je ne me soumets pas à cette norme sociale du devoir, alors soit je rentre en résistance, ou alors très simplement, je peux me heurter à la loi. Merci. La prochaine vidéo, la prochaine séquence sera le développement donc, du devoir comme fait social. Je vous remercie. Je n'ai plus la musique, je l'ai perdue. Bon, je vais terminer sans musique pour une fois.